Voilà, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi. Pour ceux qui sont au Canada, États-Unis, Mexique, une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Et nous savons présentement, nous avons un décalage de 5 heures parce que nous sommes quasiment passés à l'heure du printemps. Euh, Nous avons publié que nous allons traiter deux choses, hein. Le rapport Bertelsmann en français, hein, parce que ce rapport a été publié en anglais. Nous allons et simplement, nous avons regardé l'intérieur de ce rapport et nous allons aller sur les grandes lignes, hein, par rapport à ce rapport. Et puis nous allons traiter le deuxième point, ce que nous avons appelé tous dans la NAS. Tous dans la NAS. Mais rapidement, on ne va pas trop perdre du temps. Le rapport Bertelsmann. Mais c'est quoi Bertelsmann, hein? Bertelsmann, c'est simplement un groupe de médias, hein. Bertelsmann est un groupe qui comporte quasiment plusieurs grands groupes au sein de ce grand groupe média. Mais si nous essayons de regarder, c'est une très grande compagnie, hein, une très grande compagnie qui a un budget de 2018 de quasiment de 17,7 milliards d'euros, hein. Et puis, c'est un groupe qui emploie, hein, plus de 117 000 employés à travers le monde entier. Vous voyez? Et si vous essayez de regarder dans ce Bertelsmann Group, c'est une compagnie qui exerce quasiment dans plus de 50 pays à travers le monde entier. Et nous retrouvons des grands groupes comme RTL Group, hein. Vous voyez, dans RTL Group, vous avez, par exemple en France, vous avez quelques groupes de médias comme M6, vous avez comme RTL Télévision en Allemagne, et vous avez des channels RTL, des channels en Belgique, en Néerlande, en Luxembourg, en Croatie, en Hongrie aussi. Vous voyez? Donc, c'est un groupe aussi qui remporte plus de 300 chaînes YouTube. Vous voyez? Donc, c'est un groupe média. Ça, c'est une portion de ce groupe Bertelsmann qui fait partie, comment nous appelons, du conglomérat Bertelsmann. Et puis, vous avez aussi des compagnies comme Penguin Random House. Penguin Random House, on peut dire, c'est le numéro 1 mondial dans le domaine de la publication, hein, de la publication des livres. Donc vous voyez que, et puis dans le groupe Penguin, vous avez quasiment plus de 10 000 employés qui travaillent globalement pour ce groupe-là. Mais tout ce monde est rattaché à Bertelsmann. Et puis vous avez aussi des groupes comme des Grainer plus Jar. Donc, c'est des groupes de journalistes, hein, ils travaillent dans le domaine journalistique, ils font des grandes publications. Ils ont ils travaillent beaucoup dans le domaine visuel, dans le domaine de recherche, vous voyez. Et puis, vous avez aussi BMG, donc on appelle seulement New Modern Music Company. Donc, c'est aussi une partie de Bertelsmann, mais ceux-là, ils s'occupent de pouvoir protéger le droit d'auteur, hein, des musiciens, des artistes, ainsi de suite. Donc vous voyez que la plupart de tout ce monde-là qui sont dans le domaine musical vont chercher leur protection auprès de ce grand groupe qui est on peut dire une filiale de Bertelsmann, ce que nous appelons BMG, donc New Modern Music Company for Songwriter and Artists in the Digital Age. Voilà, donc vous avez aussi cette filiale qu'on appelle Arvato, hein, Arvato, on dit, voilà, donc Arvato, ce qui fait partie aussi de ces groupes qui travaillent pour Bertelsmann. Et puis vous aviez éventuellement Bertelsmann Printing Group. Donc vous voyez tous ce qui sont dans le domaine d'imprimerie, des grands bouquins, le domaine graphique, hein. Mondialement, c'est ce géant, c'est Bertelsmann Printing Group qui s'en occupe, donc qui fait partie de rattaché à Bertelsmann. Et puis vous avez aussi Bertelsmann Education Group. Donc eux, ils s'occupent éventuellement de le système éducatif mondialement pour donner des informations, l'éducation aux grandes banques, au gouvernement, aux industries. Vous voyez, donc une partie éducative pour apporter l'amélioration des entreprises et l'évolution des entreprises pour que les gens, en réalité, puissent avoir la connaissance nécessaire du 21e siècle. Donc, vous voyez que
c'est vraiment un grand groupe Bertelsmann. Et puis vous avez la toute dernière filiale de Bertelsmann, c'est ce que nous appelons Bertelsmann Investment, donc International Investment Platform. Donc vous voyez que les grandes banques sont là à l'intérieur, c'est des gens qui travaillent avec des grandes banques, les pays émergents comme la Chine, bon, la Chine fait partie des géants, on peut parler ici de la zone du Brésil, la zone de l'Inde. Vous voyez que dans plus ces grands groupes d'investissement, des grandes banques qui travaillent avec eux, c'est une grande compagnie. Donc vous voyez que Bertelsmann, qui emploie plus de 117 000 employés à travers le monde entier, ce n'est pas un petit groupe à négliger. Donc c'est un groupe, quand ils font des rapports, c'est des rapports qui sont justes, vérifiables. Ils travaillent sur les bases de données de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Club de Paris, du Club de Londres, de tous ces grands groupes financiers. Vous voyez, chers amis. Donc, ce rapport publié par Bertelsmann, c'est ça que nous allons essayer de regarder avec vous. Donc ça, c'était la partie présentation de ce groupe, parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question, Bertelsmann, c'est quoi encore Bertelsmann? Bon voilà, nous venons de vous faire une présentation générale un peu sur ce que ce groupe fait. Mais si vous essayez de regarder, on va essayer simplement d'aller... c'est ce rapport que plusieurs personnes ont déjà certainement vu, ce rapport publié sur les médias sociaux. Plusieurs médias sociaux sont en train de nous parler de ce rapport Bertelsmann. Je vais simplement essayer de redresser. Voilà, donc je vais simplement essayer de tourner l'écran. Comme ça, vous allez essayer de regarder. Donc, c'est ce rapport qui parle du rapport pour la situation du Congo-Brazzaville pour l'année 2018. Donc, c'est un rapport qui a été publié pour l'année 2018. Pour l'année 2019 sera publié en 2020. Donc, vous voyez que c'est toujours une année après. Bon, voilà. Donc, ce rapport a fait des détails sur la situation générale du Congo-Brazzaville. Bon, il faut le dire qu'on ne le fait pas seulement pour le Congo-Brazzaville, mais on le fait pour plusieurs pays, pour plusieurs compagnies, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme... bon, vous savez qu'il y a des compagnies d'annotation, des compagnies qui attribuent des notes à des pays, des notes qui vous permettent d'aller chercher des prêts sur le marché mondial. Donc, c'est par rapport à votre crédibilité, votre capacité de pouvoir payer des dettes, votre façon de pouvoir gérer l'économie, que ces groupes d'annotation indexent un petit coefficient à votre pays. Et donc, par rapport à ça, soit vous êtes capable d'aller emprunter à des taux très bas, hein, et puis, ou encore, vous êtes capable d'aller emprunter à des taux très élevés. Donc, c'est un rapport très considérable qui a détaillé la situation générale du Congo-Brazzaville d'une manière générale. Bon, nous avons pris quelques grandes lignes. Hein. Si nous essayons de regarder la présentation générale du Congo faite par le groupe Bertelsmann, on parle de non-respect de la loi d'une manière générale, on parle de la destruction de la constitution de 2002. Éventuellement, le groupe est revenu encore sur le référendum de octobre 2015, éventuellement le référendum qui s'est suivi par des répressions massives, des massacres, des tueries des populations. Éventuellement, le rapport est encore revenu sur la victoire frauduleuse de Denis Sassou Nguesso. Le groupe reconnaît que Sassou n'a jamais gagné l'élection. C'est ce qu'on dit ici, l'élection de 2016. Et puis, éventuellement, les massacres qui se sont suivis avec éventuellement le génocide dans le département du Poul. Donc, le rapport revient encore sur l'emprisonnement des prisonniers, l'emprisonnement des Congolais, du général Jean-Marie Michel Mokoko, de Paulin Makaya, des journalistes Fortuné Ndombé, des membres de la société civile comme le Ras-le-Bol, éventuellement des bombardements militaires dans le département du Poul. Le rapport revient encore sur le génocide des Lari. Hein. Donc le rapport explique encore le bombardement militaire, le bombardement aux armes lourdes militaires, de combat militaire dans le département du Poul en avril 2016, qui avait commencé en avril 2016. Le rapport parle aussi du génocide des Lari. Le rapport le détaille d'une manière claire. Et puis, le rapport vient sur les caractéristiques de ce régime. C'est un régime autoritaire, répressif. Un régime qui n'hésite pas à utiliser la violence comme des moyens, des méthodes pour pouvoir calmer les populations. En ce qui regarde la situation politique, vous voyez, on peut dire que le rapport le dit que
le régime de Sassou se moque de la démocratie d'une manière générale. C'est-à-dire que on voit un régime qui n'hésite pas de contraindre aux lois, un régime qui a confisqué les revenus, les ressources pétrolières et minières du pays. Et nous essayons simplement de regarder que le régime est tout simplement un réseau de clientélisme. Et puis, nous essayons de regarder aussi que le régime n'hésite pas d'embastiller les opposants, qu'il s'agit de ceux qui sont à l'intérieur du Congo comme ceux qui sont à l'extérieur du Congo-Brazzaville. Donc, je vais simplement essayer de regarder les notes que j'ai préparées avant de regarder la profondeur du régime avec vous, en allant sur des grandes lignes que je venais de souligner. Et puis, quand nous essayons de remarquer le niveau économique, Bertelsmann encore vient d'expliquer au monde entier, au peuple congolais, que voilà, nous faisons face à un régime et qui a simplement basé l'économie du Congo sur les produits pétroliers. Et puis, on parle éventuellement du PIB du Congo qui ne dépend que du pétrole, des exportations du Congo. L'unique produit que le Congo exporte, c'est le pétrole. Les finances publiques sont basées sur des produits pétroliers. Et puis vous voyez aussi la conséquence de pouvoir faire baser l'économie du pays sur des produits pétroliers, c'est que le pays vit aujourd'hui un moment difficile. Le rapport revient encore sur les années de boom pétrolier où le prix du pétrole était très élevé, où la demande sur le marché se faisait et le pays a fait d'énormes bénéfices. Mais le pays a manqué de contrôle. C'est-à-dire que nous avons fait face aux gens qui se sont simplement refusés de profiter, de diversifier l'économie pendant cette période, mais les gens qui ont simplement augmenté leur niveau de dépenses, simplement le gaspillage d'argent, aucune planification, et puis éventuellement les égos se sont rentrés dans le système. On a créé donc des écarts dans la gestion de la chose publique. Les conséquences aujourd'hui, c'est que quand les cours du pétrole ont baissé, et avec cette affaire, si nous voyons la crise économique qui a frappé le monde entier en 2008, éventuellement c'est la misère du Congo a commencé à partir du milieu 2014, quand les cours du pétrole ont baissé, et éventuellement nous nous sommes retrouvés avec des conséquences énormes. Et puis le rapport essaie de détailler rapidement la situation générale du Congo. La décroissance sur le PIB congolais est partie, par exemple, nous avons subi une décroissance de 2,3% en 2015 sur le PIB congolais, et puis la décroissance a continué. En 2016, on est parti encore sur 1,7%. Vous voyez, chers amis. Les conséquences sur l'économie dépendant du pétrole, le pays a refusé de diversifier l'économie. En réalité, ceci est dû à une négligence du régime Sassou, de pouvoir essayer de développer le pays en regardant les autres secteurs non liés aux activités pétrolières, par exemple l'agriculture ou encore les domaines de l'industrialisation au Congo, vous voyez, chers amis. Et donc, tout ça aujourd'hui a eu des conséquences énormes sur la situation du Congo-Brazzaville. Si vous essayez de regarder, le rapport parle aussi de manque de parité économique, c'est-à-dire que le régime de Brazzaville a créé deux types de Congolais, les Congolais les plus riches et les Congolais les plus pauvres. La grande partie des Congolais se retrouve sur la partie pauvreté, parce que c'est simplement les élites de ce régime qui se sont enrichis, parce que la plupart d'eux sont des propriétaires des compagnies, ils ont utilisé l'argent de l'État et ils continuent à vivre avec l'argent de l'État pendant que la grande partie de la population a été simplement abandonnée. Et puis le rapport parle aussi de la négligence, si vous voulez, la discrimination des catégories des Congolais. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui, de certains départements, sont quasiment discriminés. Le rapport essaie d'expliquer que les grands postes de ce régime sont la plupart du temps occupés par les ressortissants des régions de la cuvette. On ne précise pas ici de la cuvette est ou de la cuvette ouest, mais en tout cas le rapport le dit, que tous les grands postes, qu'il s'agit des postes administratifs, des postes dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans les hautes fonctions de l'État, tous sont occupés par les ressortissants de la cuvette ouest, des régions de la cuvette, des régions de la cuvette.
Hein, on ne précise pas ouest ou est, en tout cas on dit les régions de la cuvette. Donc vous voyez que le tribalisme, le régionalisme a ancré au Congo. Et le rapport explique encore que Sassou est ressortissant des régions de la cuvette. Voilà pourquoi il a monopolisé la gestion du Congo, centralisé la gestion du Congo, spécialement par des Congolais qui ressortent de tous ces départements ou de toutes ces régions de la cuvette. Donc vous voyez que ça ne sort pas encore de nous, la diaspora, mais ça sort encore de ce grand groupe que nous appelons Bertelsmann. Et puis, nous essayons de regarder la discrimination. On discrimine les femmes, on discrimine les enfants, on discrimine les pygmées. Hein, c'est ce que le rapport dit, que le régime a énormément discriminé les femmes. Les postes aujourd'hui au Congo, si vous essayez de regarder la parité entre hommes et femmes, les femmes n'occupent quasiment rien. Nous avons déjà dit que toutes les fois que Sassou veut vouloir donner une position à une femme, mais forcément il doit sortir avec cette femme. Ou les voyous de ce régime doivent forcément sortir avec cette femme. Donc vous voyez que les femmes sont discriminées. Nous avons même donné l'exemple des maternités. Hein, ça c'est encore un exemple probant qui démontre la discrimination des femmes au Congo. Les femmes aujourd'hui sont relevées au dernier rang. Femmes au foyer, où on manque de respect parce que ces hommes-là se tapent des maîtresses avec l'argent de l'État congolais. Et on ne sait pas de promouvoir la femme à pouvoir avoir accès à une très grande éducation. Il manque des programmes énormes. Éventuellement, comme la plupart des temps, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, et les enfants aussi sont placés dans les mêmes rôles. Manque de programmes pour les enfants, pas des programmes sociaux. Les enfants manquent des parcs, par exemple, d'amusement pour les enfants. Tout ça, ça compte. Vous voyez, les maternités, ça c'est encore un exemple. Les hôpitaux peuvent encore être un exemple à expliquer sur la discrimination. Les conditions dans lesquelles nos sœurs, nos mamans, nos enfants, nos petites filles accouchent au Congo, ça démontre la discrimination générale. Et ça, c'est le manque de compétences, la négligence, la haine que Sassou a envers les citoyens que nous appelons de cette classe, que nous appelons les femmes, les enfants et les pygmées. Hein. Les pygmées aujourd'hui sont abandonnés, hein, il faut le dire comme ça. On déboise les forêts, là où les pygmées essaient de vivre, les pygmées manquent de tout. Et donc ça fait partie de cette discrimination. Et puis nous avons aussi la discrimination régionale, basée sur l'ethnie. Hein. Les grands travaux, les constructions se font beaucoup plus dans un certain nombre de départements. Donc la plus grande partie des constructions, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, c'est beaucoup plus, ça se passe dans la région de Sassou Nguesso. Ça c'est le rapport qui le dit. Le rapport est très clair là-dessus. Et les autres régions sont complètement abandonnées. Bon, vous voyez que le pays a vécu un moment de joie, un moment de richesse, hein, bien avant que nous arrivions à cette crise économique aujourd'hui. Le rapport est revenu encore sur l'amélioration des conditions, c'est-à-dire que ce qui a permis au FMI et à la Banque mondiale de pouvoir assister le Congo dans les programmes de négociation de 2004 jusqu'en 2011, éventuellement avec l'effacement de plus de 60% de la dette du Congo en 2010, hein, ce qui a permis au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au Club de Londres, au Club de Paris, à tous ces créanciers financiers de pouvoir classifier le Congo dans le groupe de PPTO pour que le Congo puisse bénéficier au moins de ce qu'ils ont appelé le relief. Donc, ce petit bouffée cette grande quantité d'oxygène pour pouvoir relancer son économie. Et en même temps, le Congo a eu beaucoup de revenus entre 2008 et 2014, vous voyez. Mais, malgré que le pays a été sauvé, on a donné au pays un bon départ, on effaçant une grande partie de la dette. Sassou, quand le contrat s'est expiré avec le Fonds monétaire international en 2011, Sassou a refusé donc de suivre les clauses qui avaient été dites dans le premier contrat, les recommandations, éventuellement, il a refusé de suivre. Il s'est donc lancé dans les dépenses extrêmes du pays parce que lui, il se sentait plus fort par rapport au prix du baril de pétrole, par rapport à l'augmentation de la production pétrolière, à la production du gaz au niveau du Congo. Donc Sassou a foulé aux pieds les recommandations du Fonds monétaire international. Et ça s'est emmené quoi? Éventuellement à la gabegie financière, au pillage d'argent, aux dépenses extravagantes que nous connaissons tous. Et éventuellement, le pays ne s'est pas ressaisi. Le pays est allé donc
simplement mettre la tête dans la Chine avec toutes ces dettes que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc, on peut le dire que pendant que le marché mondial était encore au ralenti, hein, puisque le monde venait de sortir d'une crise économique en 2008, pendant que le monde était encore au ralenti, dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2015, mais Sassou s'est lancé dans des dépenses extravagantes, des achats des armes de guerre, des munitions de combat, des contrats pompeux avec des entreprises chinoises, mais il n'a jamais planifié pour essayer simplement d'essayer de maintenir l'économie du Congo sur une balance. Donc, la dette publique a subi une augmentation astronomique. La dette extérieure a subi une augmentation exponentielle. Et nous sommes simplement rentrés dans une conséquence très grave. Vous voyez que, connaissant la défiance de ce régime, le peuple congolais, dans son ensemble, a essayé de pousser ce régime à se redresser. Mais en contrepartie, ce que le régime a fait, le régime a imposé la répression, a imposé la force pour faire taire les Congolais. Et donc, l'unique organisation qui devait donc venir pousser Sassou à la transparence, c'était donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne les répressions, le rapport Bertelsmann divise les zones de répression en trois grands groupes. On parle le département du pôle, ça sont les zones de grande répression. On parle de la zone nord, dans la frontière entre la République du Congo et la République centrafricaine. Les répressions se font d'une manière énorme dans cette région. Vous voyez, chers amis. Et puis, on parle des grandes villes du Congo. Ici, éventuellement, on a cité Brazzaville et Pointe-Noire. Vous voyez, chers amis. Donc, si on essaie de regarder du niveau de répression, l'indice de répression qui varie de 1 à 10, le Congo varie entre 6 et 7. 1 étant des pays moins répressifs, 10 étant le plus répressif, et le Congo se situe entre 6 et 7. Il ne faut pas dire le Congo, le régime de Sassou. Oui, chers amis. Sur le monopole de la violence, le rapport le dit d'une manière claire. Le régime de Sassou a le monopole de la violence au Congo. Le rapport le dit. Hein, c'est écrit, hein, c'est en anglais, mais nous avons pris les grandes lignes pour essayer de vite expliquer au peuple congolais. La discrimination à l'égard de Pygmées sur une échelle allant de 1 à 10, 1 étant moins discriminatoire, 10 étant le plus discriminatoire, sur les Pygmées, le Congo se retrouve au niveau 6. Le régime, on peut dire que le régime utilise beaucoup de répression. Le régime n'hésite pas à tuer, n'hésite pas à massacrer le peuple congolais pour simplement faire taire les Congolais. Voilà pourquoi vous voyez que au Congo, c'est très difficile d'aller à un soulèvement populaire parce que les jeunes ont peur de mourir. Hein? C'est cela, parce qu'il y a le régime et n'utilise pas n'hésite pas. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans les chartes, vous allez regarder pourquoi ce régime se concentre sur la force, se concentre sur la répression pour se maintenir. C'est une façon de subsister. Hein? Si ce régime n'utilise pas la force ou la répression, ce régime ne pourra jamais subsister. Voilà pourquoi le régime l'utilise. Donc vous voyez que, chers amis, il n'y a pas mille solutions pour déboulonner ce régime. C'est simplement par deux façons que nous avons l'habitude de vous le dire, par l'équilibre des forces militaires. Les conditions de loi, hein, si nous observons, est-ce que le Congo est un état de droit et un état de loi? On dit pas question, le rapport est revenu sur l'état, ou si vous voyez le statut criminogène de la constitution de Denis Sassou Nguesso, éventuellement par ses articles 10 et 95, qui donnent à Sassou de commettre l'impunité à n'importe quel prix. Donc même par le prix du sang. Voilà pourquoi Sassou tue, Sassou vole, Sassou détruit. Parce qu'il est protégé par sa propre constitution, par les articles 10 et 95 de sa constitution de 2015. Vous voyez? Donc c'est ça, on le dit encore que les magistrats n'ont pas la liberté. Toutes les décisions se font par les dignitaires de ce régime. Hein? C'est le régime qui dicte. Le Congo n'est pas un état de loi, le Congo n'est pas un état de droit. Parce que tout sort du régime Sassou. Tout sort de la famille Sassou. C'est lui qui dicte les juges ce qu'ils vont dire. Les militaires, tous, ils subissent la même loi.
éventuellement une grande partie de l'armée, une grande partie de la police, une grande partie de la gendarmerie travaille pour le régime Sassou Nguesso. Donc vous voyez que, chers amis, ça c'était tout simplement une façon de rapidement de survoler cette partie-là. Maintenant, nous allons regarder avec vous rapidement. Je vais essayer de partir dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Le rapport a exprimé d'une manière claire que le régime de Sassou est soutenu par la France. Par la France. Sassou a accédé au pouvoir par la France et par l'Angola. Bon, écoutez, chers amis, on ne va pas se mettre à dire des choses pour qu'on ne nous dise pas d'où viennent ces informations. Je vais simplement essayer de régler. Donnez-moi un instant, je vais simplement essayer de connecter la batterie ici. Pour que nous soyons clairs, il ne faut pas que les gens nous disent de quoi nous parlons. Si vous voyez des endroits que nous avons soulignés ici, vous voyez, le rapport le dit. Le rapport le dit. After a brief bloody civil war, Sassou Nguesso returned to power in 1997, owing to support from Angola and France. Donc vous voyez que le retour de Sassou au pouvoir a été dû parce qu'il a reçu le support de l'Angola et le support de la France. Et ça, nous avons l'habitude de vous le dire par plusieurs fois. Les gens viennent toujours nous insulter, vous n'avez aucune preuve. Vous voyez que là, c'est le groupe Bertelsmann qui vient encore confirmer cette information pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, si le pouvoir de Sassou peut se mettre à commettre l'impunité à n'importe quel prix, à tuer les Congolais, à piller l'économie, parce que Sassou reçoit le support de la France. Le support de la France. Donc vous voyez que... Et puis, le rapport le dit encore, toutes les élections que Sassou a eu à gagner, à partir de l'élection de 2002, de 2007 jusqu'à aujourd'hui, toutes les élections ont toujours été gagnées par la fraude. Par la fraude. Il n'a jamais mérité aucune élection. Il n'a jamais mérité aucune élection. Ça, c'est le rapport qui le dit. Bon. Maintenant, quand nous avons l'habitude de vous dire qu'au département de Poul, il y a eu plus de 100 000 citoyens qui se sont déplacés. 100 000 citoyens. Mais nous savons que le département du Poul, au départ, c'était autour de plus de 280 000 habitants. Mais le rapport nous dit qu'il y a eu seulement 100 000 déplacés. 100 000 déplacés. S'il y a eu seulement 100 000 déplacés, où est donc parti les 180 et quelques mille populations du département du Poul? Ils ont simplement été massacrés. Voilà pourquoi le rapport soutient qu'il y a eu bien génocide ici. Nous allons simplement essayer de tourner. Vous le voyez, nous sommes à cet endroit. Je vais simplement le dire. Since the government refused go access to Pool, it remains unclear how many people were killed. Realistically, the death toll surely number in 1,000. With perhaps 100,000 citizens displaced. Donc vous voyez que c'est là où le rapport vient confirmer qu'il y a eu plus de 100 000 déplacés. Ce que nous avons toujours dit, vous voyez que ce que nous avons toujours dit vient encore être soulevé, soutenu par le rapport Bertelsmann. Donc nous savons, le département du Poul comptait plus de 280 et quelques mille populations bien avant. Mais il n'y a eu que 100 000 déplacés, ceux qui ont été reçus dans le département de la Bouenza. Où sont donc partis les 180 et quelques mille habitants du département de Poul? Ils ont été simplement massacrés. Donc vous voyez que le rapport Bertelsmann vient encore confirmer le génocide de Lari, bien appuyé par Sassou, et la France qui demeure toujours être cet État qui protège le régime de Sassou. Le régime, le rapport le dit encore ici. Parfait Kolela, son of late Bernard Kolela, up to live IDC Focard in November 2016, having been newly coopted by the regime and subsist to repeat threat of violence. Donc vous voyez que la raison que Guy Parfait Kolela a quitté le régime, a quitté la coalition IDC Focard et IDC Focard, simplement parce qu'il avait été coopté par le régime Sassou. Ça c'est le rapport qui le dit. Donc vous voyez que Parfait Kolela travaille pour Sassou. Le rapport Bertelsmann le dit d'une manière claire qu'il travaille pour le régime Sassou. Donc, Guy Parfait Kolela n'est pas un opposant.
Chers frères du Poule, chers frères Congo Lari, de Makele Kele, vous qui soutenez Guy Parfait Kolela, je vous le dis, moi je suis votre frère, je vous le dis ici, depuis très longtemps nous avons toujours dit que Guy Parfait Kolela avait trahi, et là le rapport vient de le confirmer. Ce n'est pas moi, Bertelsmann, c'est plus de 117 000 employés. Nous venons de citer les grands groupes médias qui travaillent pour Bertelsmann au début de ce direct-là. Oui, chers amis, donc on vous le dit, Guy Parfait Kolela a toujours travaillé pour le régime de Sassou Nguesso. Bon, le rapport le dit que, voyez que Sassou qui a eu plusieurs argents, Sassou qui est arrivé à la fin du contrat avec le FMI par rapport au contrat qui avait ramené le pays à l'étape du PPTE, pays pauvre très endetté en 2010, quand le contrat avait pris fin avec le FMI en 2011, Sassou a refusé de suivre les instructions, a refusé de suivre les recommandations du Fonds monétaire international, parce que le pays faisait tellement de l'argent, avec le coût du baril était très élevé, et Sassou s'est simplement décidé de suivre ses propres idéologies. Et voyez que ce qui ont mené à des dépenses extravagantes, à la banqueroute du Congo-Brazzaville. Je vais simplement le lire, puisque j'ai souligné quelques sections. Vous aviez, c'est écrit en anglais. When in 2008, loan agreement with IMF expired in 2011, the government decided to continue without formal follow-up IMF backing. Vous voyez, as the country benefited from high oil revenue in the 2010 to 2014 period, completed by generous loan from China. Donc, vous voyez que, chers amis, nous, on n'invente rien. C'est le rapport Bertelsmann qui le dit. Donc, Sassou a refusé de continuer de suivre les recommandations du Fonds monétaire international, alors que ce même Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui a enlevé la dette du Congo à plus de 60%. Mais l'homme, comme il faisait des bénéfices, il vendait le pétrole, le boom était là. Mais l'homme a refusé de suivre les recommandations. Dès que le contrat s'est expiré avec le Fonds monétaire international, il a dit au Fonds monétaire international, nous n'avons plus besoin de votre équipe à Brazzaville, partez. Nous sommes capables de décoller avec nos propres ailes. Et l'homme est rentré dans des dépenses, dans des dettes avec la Chine. Et le voilà aujourd'hui repartir, aller chercher encore un autre prêt auprès du Fonds monétaire international. Alors, nous ne pensons pas que le Fonds monétaire international va accepter un voyou pareil là. Nous ne pensons pas que les créanciers internationaux accepteront de recevoir encore ce même Sassou qui a déjà tourné le dos au Fonds monétaire international pendant qu'il faisait des grands revenus, maintenant qu'il en difficulté, que lui-même, avec sa propre volonté, a plongé le pays dans l'hécatombe économique et veut encore aller chercher que le Fonds monétaire international puisse venir l'aider. Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, nous sommes simplement en train de vous expliquer quelques détails ici. Voilà. Donc, nous avons dit tout à l'heure que le régime de Brazzaville avait une prédominance, que tout le régime était dirigé par les gens de la cuvette ouest. Et on le dit ici encore, le régime le dit, in the course of time, the Sassou Nguesso regime has come to be more dominated by the cuvette region. Cuvette is Sassou Nguesso home region. Vous voyez, chers amis. Donc, et on le dit, than ever before. This trend is especially pronounced at the top level of military and more sensitive ministerial and paraterial position. Et on dit, Safton generally have access only to the last important ministerial portfolio. Donc on le dit encore, le rapport le dit, qu'il s'agit des ministères les plus importants, le rang militaire dominé par les gens de la cuvette, des régions de la cuvette. Les gens du sud, comme on le dit de Safton, c'est seulement des petits portfolios. Et la plupart du temps, il embrouille qui? Il embrouille nos parents Larry, nos parents Bembe, nos parents Vili, nos parents Banzabi, nos parents Kwini, nos parents Yaka, ainsi de suite, nos parents Teke. C'est comme ça que Sassou est en train de manipuler les Congolais. La plus grande partie est géante. Voilà pourquoi nous avons dit, Sassou a déjà divisé le Congo. Le Congo sud, le Congo nord. Vous ne remarquerez pas que
les gens de Ngamakoso là-bas sont ses parents. Il a coupé les routes, il a détruit avec les constructions de Bouya, mais ces parents-là ne bougent pas d'un iota. Pourquoi ils ne bougent pas d'un iota? Parce qu'ils ont dans leur mentalité la conservation du pouvoir au nord. Donc, ils préfèrent avaler leur souffrance dans leur propre ventre que de réagir pour chasser le régime Sassou, qui leur pousse de perdre leur maison avec des érosions. Mais ces gens-là s'accrochent à Sassou, parce que Sassou demeure leur Dieu. Et c'est, voilà pourquoi nous le disons. Donc c'est encore même mieux de diviser le Congo. Parlons de la partition du Congo. C'est ça la réalité. Suivons donc les idéologies, comment on appelle, de notre frère, déjà j'ai oublié son nom là. Bon, son nom va venir, même de Modeste Boukadia qui le disait avant, mais qui a changé de parole. Mais Robert Poitipangu qui parlait de ça. On divise le Congo. Parce que les parents du Nord ne bougent pas d'un iota. Ils sont dans la misère, la souffrance. Ils sont en train de perdre les maisons en Ngamakoso au Nord, mais ils ne bougent pas. En Algérie, le peuple s'est réuni. Même ceux qui étaient proches de Bouteflika, ils se sont associés avec tout le peuple pour chasser Bouteflika du pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, nous allons continuer de regarder cette situation du Congo-Brazzaville. Bon, nous avons déjà parlé de ces grandes lignes. Nous savons déjà que la grande partie des infrastructures, comme on venait de le dire, la plus grande partie se retrouve dans la partie nord, donc dans son village, qu'il a construit des infrastructures. Ça encore, c'est le rapport qui le dit. Vous le voyez ici, il dit The economy and social infrastructure of the state provided is highly lopsided. Most of the public resources are directed to the main urban center, Pointe-Noire and Brazzaville and Pointe-Noire. The transportation and communication axes interconnection the two cities as well as the area close to the home of the Sassou Nguesso family clan in the north. Donc vous voyez que le rapport le dit, Bertelsmann le dit, la grande partie des infrastructures, les communications sont beaucoup plus basées entre Brazzaville et Pointe-Noire et éventuellement la maison de Sassou en le nord et la maison des dignitaires, des voyous que nous avons l'habitude d'appeler de ce clan au niveau du nord du Congo-Brazzaville. Donc, je vais rapidement survoler cette partie Freedom of the Press. Freedom of Press. Bon, je ne veux pas trop lire ça, mais en ce qui concerne les libertés d'expression, nous savons que les médias, le rapport le dit, les médias ou les journaux qui publient des articles contre le régime sont simplement fermés. Et puis éventuellement, nous savons que et pourtant la constitution de Sassou même de 2015 parle des libertés d'expression, des libertés d'expression, même des libertés de toutes les publications en ligne, vous voyez, chers amis. Mais le rapport le dit que voilà, le ministre de la communication, le ministère de la communication au Congo a mis en place ce qu'on appelle un bylaw, donc une loi qui va donc commencer à considérer les publications contre le régime comme étant des publications criminelles. Et c'est ce que le rapport qui le dit. Le rapport le dit dans cette section, comme vous le voyez ici, Freedom of Expression. Donc, si vous allez lire ici, the freedom of expression has been guaranteed by both in 2015 and 2002 Constitution for the citizen, political and civil society organization, as well as the mass media, including online media. Il dit, the Conseil supérieur of liberty de communication is tasked with safeguarding this right with exception. By law, some expression of opinion like inciting ethnic hatred, violence and civil war, or promoting racism and xenophobia are criminal and lie to punishment. Bon, nous le savons, le régime de Sassou traite simplement ce que nous faisons ici aujourd'hui. Nous disons la vérité, que les Mbossi doivent décider de leur avenir, doivent prendre ses responsabilités par rapport à leur avenir. Par rapport à Sassou, c'est considéré comme du racisme, c'est considéré comme du xénophobie, c'est considéré comme du tribalisme, du régionalisme. Donc forcément, Sassou, par sa loi qu'il a mis en place, il va nous condamner par rapport à ça. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, nous savons que ce sont les manigances du pouvoir en place.
Voilà. Donc, on le dit en ce qui concerne les libertés d'expression. Nous avons simplement tourné en ce qui concerne les libertés d'expression. Le Congo a été classifié 115e sur 180. Ça, c'est d'abord Report Without Border qui avait publié ça en 2016. Donc, vous voyez que on est là à ce niveau. The Republic of Congo fell to rank 115 out of 180 countries in the Report Without Border World Press Freedom Ranking in 2016. Vous voyez, donc on le dit simplement, le Congo est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de parole, il n'y a pas de liberté de mouvement. Et puis, je vais simplement essayer de lire rapidement quelques médias qui avaient été suspendus pour que vous allez comprendre. The harsh attitude of the state authority in case of media criticism lead inter ally to the suspension of newspaper, including La Voix du Peuple, June 2015, for false news. Nous avons aussi Talassa a été suspendu en janvier 2017, as well as The Griffe, Le Nouveau Regard et La Vérité, which has been banned in previous review period. Donc, vous voyez, chers amis, donc, des médias qui disent la vérité, qui essaient de dire la vérité, on les suspend simplement, on les demande de le fermer. Mais par contre, il y a un média que vous avez l'habitude de suivre au Congo, les Dépêches de Brazzaville. Les Dépêches de Brazzaville n'est pas un média indépendant, c'est un média qui appartient au régime de Sassou. C'est pas moi qui le dis, le rapport le dit, on va le lire. Nous sommes là, nous sommes à ce niveau-là. Il dit, the dominant newspaper is Dépêche de Brazzaville, that's only daily, which is owned by the Sassou Nguesso family and serve as the regime chief propaganda outlet. Je vais encore le répéter. The dominant newspaper in Dépêche is Dépêche de Brazzaville, the only daily, which is owned by the Sassou Nguesso family and serve as the regime chief propaganda outlet. Donc, on le dit, le seul média qui existe au Congo, le seul newspaper, comme on le dit, journal qui existe, c'est le Dépêche de Brazzaville, c'est le seul qui existe. Et ce média appartient à la famille Sassou Nguesso. Et ce média est utilisé comme un outil de propagande de ce régime. Donc vous comprenez que le Dépêche de Brazzaville appartient à la famille Sassou. Donc le peuple du Congo n'achetait plus les Dépêches de Brazzaville. Quand vous achetez les Dépêches de Brazzaville, vous continuez à rendre cette famille riche. Quand vous achetez les Dépêches de Brazzaville, vous faites la propagande d'une manière indirecte de ce régime criminel et dictatorial. C'est ça la vérité ici. Et le rapport, c'est le rapport Bertelsmann qui le dit. Bertelsmann qui le dit. En ce qui concerne la discrimination de femmes, il faut qu'on vous lise parce que nous avons souligné ça dans les grandes lignes. Le rapport le dit encore. Ici, women, children and ethnic minority, including some 300 non-Bantu pygmy and other highly vulnerable groups of the Congolese society do not receive adequate real protection regarding civil liberty and human rights. Vous voyez? Inclut même les lois de la justice. Donc vous voyez que nous n'inventons rien. Nous présentons les preuves parce que nous avons toujours dit que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Comme le rapport était en anglais, il était nécessaire qu'on aille le chercher, l'expliquer rapidement en français pour que nos populations puissent comprendre ce qui est écrit là. Et d'où nous prenons ces informations que nous avons tout à l'heure parlé en résumé. Vous voyez? Donc, je vais sauter la partie politique parce que la partie politique encore est très claire. Je vais aller rapidement dans le système économique. Dans le système économique. Nous avons parlé tout à l'heure de la dépendance économique sur les produits pétroliers. Vous voyez ici, en 2016, il dit « In 2016, oil account for 71% of export ». Donc, les exportations du Congo sur le PIB congolais dépendaient essentiellement de 71% en 2016.
Et les dépenses, les revenus du gouvernement est de 42%. Et puis, vous voyez que les revenus du gouvernement, 42% de pétrole. Et le PIB du Congo dépend de 38% de produits pétroliers. C'est très grave pour un homme qui a eu assez de milliards et des milliards, qui n'était incapable de diversifier l'économie pendant plusieurs années, plus de 40 ans. Aujourd'hui, ils viennent vous pomper dans les oreilles, diversification de l'économie. Un homme qui a plus de 80 ans, qui est presque à mourir, il va diversifier quelle économie, chers amis? Alors, il faut être aveugle pour continuer à suivre Sassou. Il faut être aveugle pour continuer à se faire mentir de cette façon. Je présente ces chiffres pour que le peuple congolais puisse comprendre la gravité de la situation. Il dit, in the 2016 World Angry Index, the Republic of Congo scored 26.6, which means an overall situation of serious and undersupply of food. On veut simplement dire que l'index sur la faim du Congo en 2016, c'était 26.6. Donc ça veut seulement dire que nous sommes dans une situation très grave, c'est-à-dire qu'un pays qui manque de la nourriture. C'est très grave, chers amis, pour un pays comme le Congo-Brazzaville. Et vous avez là des opposants politiques qui sont là en train de faire des petites réunions dans des salles de classe. Les gens qui nous disent que ce sont des économistes. Ça pose véritablement un problème. Si nous avons un pays sérieux, si nous avons des responsables politiques sérieux, ça doit susciter beaucoup de colère, beaucoup de réactions, que le peuple devait se mettre dans la rue pour chasser cet homme immédiatement. Nous allons continuer à vous lire, comme ça vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Je suis ici là. Le système de BVT parle avec des preuves. According to the FAO, donc la FAO data, more than 30% of the population suffer from the malnutrition in the 2014 and 2016 period, while one of the 22 children died before the age of 5. Alors, vous avez compris ça, hein? Selon les data, donc selon les données de la FAO, donc la FAO, on dit 30% des populations sont en train de souffrir de la malnutrition. Vous voyez, chers amis, entre les années 2014 à 2016, 30% de la population souffre de la malnutrition au Congo. 30% de la population, chers amis. Mais ça doit parler, ça doit résonner dans la tête des gens, ça doit susciter l'engouement du peuple à se soulever contre ce régime criminel et dictatorial, parce que c'est très grave. Et on vous dit, dans ces chiffres, on vous dit, un enfant sur 22 meurt à l'âge de moins de 5 ans à cause de cette malnutrition. Donc, ça doit pousser les gens à réfléchir, chers amis. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le rapport Bertelsmann qui le dit ici, d'une manière générale. D'une manière générale. Donc, je vais rapidement essayer de regarder. Je vais vous présenter un tableau qui m'a quand même touché, chers amis. Regardez ce tableau qui montre la situation économique et l'index du Congo. On parle du PIB congolais en millions de dollars américains. En 2013, nous avons eu 14 885,9. En 2014, ça a augmenté les revenus parce que nous avons parlé de pétrole. 14 177. En 2015, nous sommes partis quasiment à la moitié de ce chiffre, donc à 8 853,2%, 8 553,2 millions de dollars américains en 2015. Donc quasiment la moitié de 2014. Et en 2016, nous sommes partis de 7 838 000,5 millions. Ou plutôt 7 833 millions,5 en 2016. Donc vous voyez que Sassou a volé l'argent du Congo, est parti d'une chute brutale. La moitié, ils ont commencé à voler en 2014 parce qu'ils savaient qu'ils préparaient une élection en 2015.
Donc il a coupé ça. Il a coupé les revenus du Congo. Il est parti quasiment la moitié. Et là encore, il a volé un peu. Maintenant, regardez la croissance économique du Congo. En 2013, nous avons une croissance de plus de 3,4%. En 2014, nous avons augmenté parce qu'il a vendu beaucoup de pétrole. Regardez en 2015, chers amis, nous avons fait une régression énorme de 2,6%. Et en 2016, nous sommes dans les négatifs. Mais ça doit nous pousser à réfléchir. Qui sont les planificateurs économiques du Congo? Qui sont les conseillers économiques du Congo? C'est des gens comme les Dominique Strauss-Kahn qui sont là en train de travailler avec Sassou. Mais regardez comment ils sont en train d'aider Sassou à voler l'argent du Congo. C'est quoi le PIB? On veut simplement dire, plutôt la croissance économique. Nous avons expliqué ça la fois dernière, nous allons encore expliquer ça en petit français. C'est-à-dire que vous prenez tous les revenus du Congo, tous les revenus du Congo, donc les impôts, les ventes du pétrole, tout, vous faites la somme et vous prenez les dépenses du Congo, les dépenses du régime Sassou, de tout ce que les pays payent, inclut les dettes, et vous faites la soustraction. Vous devez trouver une valeur positive. Si vous trouvez une valeur positive, ça démontre la croissance. Ça veut dire qu'il y a un peu d'argent qui reste pour le Congo pour planifier le futur. Vous voyez? Mais, regardez, entre 2013 et 2014, nous avons eu une croissance de 3,4%. Nous sommes partis quasiment là, à 2 fois ce montant-là, à 2 fois en 2014, parce que nous avons eu beaucoup de revenus. Et chers amis, en 2015, on a divisé ça par 3. Mais où est parti cet argent-là? Pourquoi cette chute brutale-là? Mais parce qu'ils ont retiré tout l'argent du Congo dans les banques, la BAC, ils sont allés cacher dans les paradis fiscaux et dans les bunkers personnels. Et là, en 2016, nous avons une croissance négative, c'est-à-dire que les dépenses du Congo ont largement dépassé les revenus du pays. C'est très grave, ça doit pousser à réfléchir, là. Sassou n'est pas un homme à rester dans le pouvoir, chers amis. Il faut le chasser, ce type, par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est ça. Mais non. Regardez, Foreign Direct Investment, donc les investissements étrangers au Congo, par rapport au PIB. Nous avons eu en 2013, donc là, nous avons eu 20,7%. En 2014, nous sommes partis à 38,8% du PIB congolais, des investissements étrangers. En 2015, ça a dû mieux parce qu'il y a des investisseurs qui commencent à fuir le Congo parce qu'on sentait déjà que ces investisseurs-là savaient que ce type-là va amener le pays à la banqueroute. Et les investisseurs ont commencé à fuir. Et en 2016, il y a quand même eu quelques... Mais qui sont ces quelques investisseurs-là qui sont venus au Congo? Ce sont des compagnies écrans formées par Sassou lui-même qui ont pris l'argent du Congo et ils viennent en tant qu'investisseurs au Congo. Donc les Nguesso deviennent des créanciers pour le peuple congolais. C'est ce que nous avons l'habitude de vous dire. Nous avons déjà prédit cette affaire-là. Nous avons déjà dit que les Nguesso deviendront les créanciers du Congo. L'argent du Congo qu'ils ont volé, ils vont faire revenir cet argent à travers des sociétés écrans. Des compagnies comme Eco Oil que vous connaissez, ça sont des compagnies pour des Nguesso. Les compagnies comme les Dépêches de Brazzaville, et le rapport l'a dit, à partir de Nguesso, c'est avec l'argent du contribuable congolais que ces médias fonctionnent au Congo-Brazzaville. Donc les Nguesso deviennent des créanciers pour le peuple congolais. Et le peuple est toujours dans le noir. Personne ne veut se lever pour aller chercher sa libération. Nous allons continuer à regarder ce tableau parce que nous allons clôturer ce chapitre-là par rapport à là. Maintenant, chers amis, essayons de regarder la dette publique. La dette publique. La dette publique, par rapport au PIB congolais, en 2013, vous voyez, en 2013, le Congo avait 34,2%. En 2014, pendant qu'il faisait beaucoup de revenus pétroliers, en 2014, donc nous sommes là en 2014, pendant qu'il faisait beaucoup de revenus pétroliers, il a encore augmenté la dette publique de 46,8%. Mais ça nous pousse à réfléchir. Tu fais des revenus, tu fais des bonnes affaires, tu tournes même le dos au Fonds monétaire international, mais tu augmentes quand même la dette publique alors que tu as fait beaucoup de revenus. Mais réfléchissons, chers amis. Ça pose véritablement un problème. Donc vous voyez que 2014, en 2013, vous aviez le pourcentage sur le PIB de la dette publique de 13,34%, de 13,34%. En 2014, pendant qu'il a fait beaucoup de revenus,
Pendant que le PIB a augmenté, il augmente la dette publique de 46,8%. En 2015, il triple quasiment ce prix-là. Il triple quasiment la dette publique. C'est parti donc à 96,3% du PIB congolais. En 2016, il augmente encore la dette publique de 115%. Ça, c'est encore ce que par rapport aux données qu'ils ont données au FMI. Mais nous savons que cette dette-là est plus de 300% du PIB congolais. C'est un problème grave pour un pays. Il faut chasser Sassou. Il faut chasser Sassou parce que Sassou ne pourra jamais ressortir ce pays-là de ce marasme économique, de ce trou, des abîmes économiques qu'il a plongé le Congo. Sassou, c'est un homme à pendre. C'est ça la réalité. Dans des pays sérieux, on partait prendre Sassou militaire. On le mettait là en public, on le mettait même un char là-dessus, on l'écrasait. Parce qu'il a hypothéqué l'avenir des générations et des générations, chers amis. Ce n'est pas la blague, hein. Ce n'est pas la blague. Nous allons encore vous montrer quelques chiffres avant que nous puissions clôturer sur ce chapitre. Regardons, chers amis, la consommation du gouvernement par rapport au PIB. Nous sommes à ce niveau. En 2000, je vais simplement aller comme ça, pour que vous allez bien le regarder. La consommation du gouvernement. En 2013, la consommation du gouvernement, c'était à 13,6% du PIB. En 2014, il a augmenté un peu, pendant qu'il a fait beaucoup de revenus. Donc, il augmente aussi ses dépenses de 13,8%. Pendant que le pays est en difficulté, au lieu de réduire même ses dépenses du gouvernement, il augmente encore de 18,1% du PIB congolais. Mais cet homme c'est un voyou, c'est un délinquant financier. Le pays est en difficulté, le PIB baisse, mais il augmente les dépenses du gouvernement. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quelle façon de gérer? Ils sont fous du peuple congolais. Ils sont fous de toi et moi, jeunes du PCT, jeunes de l'opposition, élèves congolais, étudiants. Sassou sont fous éperdument de nous, militaires congolais, policiers, gendarmes. Sassou sont fous de toi, ils sont fous de ton avenir. Ce qui compte, c'est lui. Il doit dépenser pour lui, il doit dépenser pour sa famille. Nous devons nous lever, chers amis. Prenons la conscience, c'est ça la réalité. Chers amis de Talangay, de Ngamakoso qui souffrent, Sassou sont fous de toi, de ta maison qui sont allés dans les éboulements de Ngamakoso. Ils sont fous. C'est lui qui a créé ces conditions-là, qui fait qu'aujourd'hui que vos maisons soient emportées par les érosions. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous, Sassou. Ils ont en difficulté, ils augmentent les dépenses du gouvernement. Donc, par exemple, le Airbus A380 qu'il a pris, avec super prestige, minimum 400 000 €, sans compter les frais, les taxes, les tarmacs. C'est ça les dépenses du gouvernement. Ils s'en foutent du militaire congolais qui passe tout son temps à Tchambicho là-bas en train de le protéger, ou à l'aéroport de Lombo en train de le protéger. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de tes enfants. Ce qui compte, c'est lui, sa famille, pas toi. La preuve est là. Nous vous présentons les chartes pour que vous allez regarder de quoi nous sommes en train de parler ici. Maintenant, chers amis, ce qui m'a étiqué, ce sont les dépenses militaires. Les dépenses militaires, chers amis. Déjà, la fondation Mo Ibrahim avait déjà sorti cette charte-là. Les gens sont venus bouder. Oh non, c'est le mensonge, le mensonge. Regardons les dépenses militaires. Nous sommes en 2013, 2014, 2015, 2016. Et en bas, ici, nous avons les dépenses militaires. Military expenditure. Military expenditure. Donc, en 2013, Sassou dépense 2% du PIB congolais. En 2014, il a fait beaucoup de revenus du pétrole. Il augmente donc les dépenses militaires, donc les armes de combat militaires pendant qu'il était en train de préparer. Or, qu'il s'achetait toutes ces armes, ces munitions, emmener toutes ces technologies, les gardes pour protéger son pouvoir, parce qu'il avait un plan d'aller faire le génocide dans le département de Poul, pour éviter que le peuple se soulève, il se préparait militairement. Il augmente donc quasiment 2 fois, il augmente les dépenses militaires en 1994. Et pendant qu'il était
en train de bombarder le département de Poul, il augmente donc les effectifs. Il fait venir les mercenaires, il fait venir les Ukrainiens, il fait venir les appareils de combat militaires, les engins les plus sophistiqués. Le pays est dans une crise économique depuis 2015, diminution du PIB, mais l'homme se permet d'augmenter les dépenses militaires en 2016 de 7,2% du PIB congolais. Mais réfléchissons, chers amis. Nous faisons face à un homme qui veut mourir au pouvoir. Et donc, il sait que la seule façon de se maintenir au pouvoir, c'est d'avoir une armée bien équipée pour se protéger du pouvoir. Donc, de se préparer à toute éventualité de guerre. Il est prêt à marcher sur tout le territoire congolais, en massacrant chaque Congolais pour se maintenir au pouvoir. Alors, il augmente ses dépenses militaires. Donc, vous voyez que nous faisons face à un homme qui ne coûte que le langage de la violence. Donc, il faut lui imposer cette même violence-là. Ce n'est pas la solution politique qui va amener la libération du Congo. Vous voyez, chers amis, nous allons revenir tout à l'heure sur ça encore. Mais en comparaison aux dépenses militaires, regardez les dépenses éducatives. Les dépenses éducatives ici. Il a refusé de présenter les données. Donc, ni le FMI, ni la Banque mondiale ne connaissent ces dépenses-là. Où il a fraudé les notes. Regardez les dépenses de santé. Les dépenses de santé, en comparaison, en 2013, il a dépensé 4,7% du PIB. Il a augmenté un peu de 0,01% en 2014. Mais il a augmenté les dépenses militaires en 2014. Vous voyez, chers amis. Et de 2015 à 2016, nous n'avons pas les dépenses de santé. Donc, vous voyez que les dépenses, en ce qui concerne le système éducatif, en ce qui concerne le système de santé, Sassou s'en fout. La priorité de Sassou, ce sont les dépenses militaires. Alors, chers amis démocrates africains, avec toutes ces données que nous venons de vous présenter, vous comprenez bien qu'il n'y a pas 1000 solutions pour régler le cas Sassou. Il nous faut le Danforce. C'est-à-dire que le Danforce qui sera là à Brazzaville, à Pointe-Noire, pour nettoyer complètement le régime Sassou. Avec toutes ces données économiques, quel est l'investisseur qui peut venir au Congo? Aucun investisseur ne peut venir nous aider au Congo. Personne ne va venir jeter son argent dans un pays géré par un malade mental. Jamais du tout. Mais malheureusement, il est protégé par qui? Par la France, par les hommes politiques français. Et ils ne voient que leurs intérêts, ils ne voient pas l'intérêt du peuple congolais. Il va falloir que nous-mêmes, nous puissions nous élever à l'étape de l'esprit pour simplement mettre terme à cette gangrène qui est en train de détruire le Congo, Brazzaville. Voilà. Donc, je vais simplement essayer de voir si j'aurai la chance de faire jouer ce message audio ici. Le pays en dérive, chers amis. Le pays en dérive. Que tu sois un jeune du PCT, que tu sois de l'opposition, nous avons les mêmes problèmes. C'est une jeunesse, nous vivons une crise générationnelle qui est en train d'avaler la jeunesse du Congo-Brazzaville. Nous vivons une crise qui est en train de croquer les jeunesses. C'est des crocodiles, simplement. Nous faisons face à des crocodiles. Ils n'ont pas de sentiments, aucun sentiment pour nous. Quand on fait ce genre de dépenses, ils ne peuvent pas avoir un sentiment, ils ne peuvent pas avoir des sentiments sur nous. Des sentiments sur nous. Vous voyez, chers amis. Je vais essayer de regarder pendant que... Voilà. On va essayer de voir. Bon, qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qu'un leader? Je vais vous faire jouer une vidéo de 4 minutes. C'est très important. Parce que ça nous permet de rentrer dans la deuxième partie, ce que nous avons appelé, ils sont tous dans la même nasse. Et nous allons écouter les véritables leaders. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est celui qui voit les... Le changement, pour plus de démocratie, pour une meilleure gouvernance, pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes, pour satisfaire aux revendications des syndicalistes, pour satisfaire aux revendications des cheminots, pour satisfaire aux revendications des enseignants,
aux revendications des élèves et étudiants, en somme, pour satisfaire aux revendications du peuple, pour plus de justice sociale, pour plus de paix, pour plus de sécurité. Je suis là pour être solidaire des populations du centre du Mali qui sont victimes de l'insécurité face à l'incapacité de l'État à assurer leur sécurité. Leur sécurité, la sécurité de leur personne et la sécurité de leur bien. C'est un appel patriotique, c'est pour répondre à un appel patriotique. Un appel patriotique n'a absolument rien de calcul comme calcul politicien. Nous sommes venus pour démontrer à la face du monde que le peuple malien peut se mettre debout et doit se mettre debout pour assurer sa sécurité, pour assurer sa cohésion sociale, son unité, pour assurer la souveraineté de notre pays et de notre peuple. C'est pour cela, à cet appel patriotique qui a été lancé par Mamadou Diko, par le Chéri Regnoro, nous sommes venus répondre présent, parce que c'était un plan de notre programme politique, de notre combat politique que nous sommes de mener au sein de notre parti. Je suis aujourd'hui à la place d'indépendance, c'est dû à l'appel du peuple. C'est le peuple malien qui a demandé de sortir. Ce n'est pas seulement l'appel de Mamadou Diko ou des religieux. C'est le peuple malien qui a demandé de sortir pour tout ce qui se passe dans le pays. Des atrocités et des choses qui se passent dans le pays. Moi, je suis peuple. Je suis un peuple. On est en train de tuer des milliers de peuples, des milliers de Dogons. Il n'y a jamais eu de problème entre les Dogons et le peuple. Et c'est cette raison, moi, qui m'a poussé à sortir avec ce peuple. Pour dire qu'il n'y a jamais eu de problème entre le peuple et le Dogon. Et pour preuve, même dans mon parti, le problème de président est Dogon. Et moi, je suis premier vice-président. Ce n'est pas un appel pour soutenir une quelconque idéologie religieuse, mais c'est un appel patriotique. Donc nous sommes là pour dire qu'il n'y a pas de sécurité dans notre pays. Nous sommes là pour dire que notre pays risque un conflit intercommunautaire. Nous sommes là pour dire que nous voulons l'école. Nous sommes là pour dire que trop c'est trop. Nous sommes là pour dire que démocratiquement, le chef de l'État doit écouter sa population. Et que le pays doit être géré sur la base des aspirations légitimes des populations du pays et non de qui que ce soit. Donc nous sommes là pour nous faire entendre, pour que nous entendent et pour que ce que nous avons demandé, en tout cas, que le chef de l'État le réalise. C'est un mouvement populaire pour une nouvelle gouvernance, pour une autre gouvernance, contre les massacres horribles qui sont perpétrés au Mali, au centre, mais aussi au nord-est. Contre les compétences des autorités qui font face à cela. C'est pour alerter et pour la nécessité de dialogue, de se parler. Ce pays est en crise, ce pays est en difficulté. Il est indispensable de créer les conditions que les Maliens se parlent pour sauver notre pays. C'est le moment du sursaut national. Je crois que tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui, leur message devra retentir aux quatre coins du Mali, devra retentir aux quatre coins du monde. Bon, voilà. Je tenais là à rendre hommage aux grands hommes politiques du Mali. C'est un rassemblement qui s'est passé le 5. Donc c'était le vendredi 5 avril, pour dénoncer, parler de la situation, la crise qui sévit le Mali, l'incapacité du gouvernement. Et j'ai vraiment aimé ces discours de ces hommes politiques. Ils étaient tous là, rassemblés avec leur peuple. L'appel du peuple à manifester d'une manière pacifique. C'est cela que nous demandons au peuple congolais. Vu la situation économique dans laquelle Sassou a plongé le Congo-Brazzaville, vous comprenez bien qu'il va falloir que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Mais ce peuple-là attend qu'il y ait un leader qui se lève. Mais aucun leader ne peut se lever parce que tous ces leaders politiques au Congo travaillent pour Sassou. Ils ont choisi leur camp. Qu'il s'agit de Claudine Mounari, de Zachary Boao, de Nzo Mathias, de Christophe Mukwege, de Jean Itadi, de Mirassa, ouais, chers amis, de Guy Parfait Kolera, de Pascal Satima Biala, tous travaillent pour Sassou. Le rapport vous le dit là. Tous ont été
d'une manière directe en ministre dans le régime Sassou. Et ils sont en train de refuser de prendre leurs responsabilités, de demander au peuple de se mettre debout pacifiquement pour voir comment Sassou va fusiller ce peuple, quand le peuple va aller revendiquer, demander à Sassou de partir, de démissionner tranquillement. Aucun de ces, entre guillemets, vous les appelez des leaders, mais moi je les appelle des voyous qui sont en train de distraire le peuple congolais dans tout son ensemble. Il n'y a pas un leader au Congo-Brazzaville. Regardez, les Maliens ont bravé les forces de l'ordre, ils étaient tous sur l'appel du peuple debout, tous les leaders debout pour regarder la situation générale de leur pays. Ce que nous sommes en train de regarder au Congo, c'est ce que vous appelez des leaders, des hommes matières, sont dans des petites salles, des petites réunions. Nous demandons un dialogue à la sauce Sassou. Mais ça ne va pas du tout. Nous vous avons présenté la situation économique du Congo, fait par le rapport Bertelsmann. Vous voyez, Bertelsmann, ce n'est pas moi là. Et nous avons présenté le cas du Congo. Donc vous voyez que dans tel cas de figure, vous faites face à un homme qui fait entrave à sa propre constitution parce qu'il était incapable de gérer l'économie du pays. Quand on est incapable de gérer l'économie du pays, ou on démissionne, ou l'armée te défait, ou c'est le peuple qui va aller chercher son pouvoir. Mais dans le cas du Congo, puisque nous savons que les forces militaires sont avec Sassou, ils dépensent plus de 7,2% du PIB congolais pour se maintenir au pouvoir, il va falloir qu'il y ait un clash entre le peuple et l'armée. Mais comme l'armée est du côté de Sassou, la police est du côté de Sassou, le peuple sera écrasé. La seule façon de défaire le système Sassou, c'est d'apporter au moins l'équilibre de forces militaires. Donc voilà pourquoi nous proposons, au lieu que de venir quémander un dialogue dirigé par Sassou, que Nzo Mathias demande, que Jean Itadi demande, que Christophe Mukwege demande, que Claudine Mounari demande, que Zachary Boao demande, que Kifwisa Mirassa, que Satima Biala, Guy Parfait Kolela demandent, tous travaillent pour Sassou. Ils refusent de prendre la responsabilité. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous, en tant que jeunesse congolaise, nous devons travailler avec des créanciers du Congo. Ceux-là qui ont donné leur argent au Congo, que le Congo est incapable de pouvoir s'acquitter. Là, nous avons vu qu'il y a encore une poursuite judiciaire que Trafigura va faire, que Glencore va faire contre le régime Sassou, contre la Société nationale des pétroles du Congo, parce que ces gens-là sont allés s'endetter au nom du Congo. Donc nous devons travailler avec eux, demandant une partie d'argent, et nous devons payer donc une armée internationale, puisqu'il y a des forces militaires internationales qui existent, pour nous aider à défaire ce régime et à installer une véritable démocratie. Il n'y a pas une autre solution, chers amis. C'est ça la réalité. Parce que nous faisons face aux voyous, ceux-là qui ont plongé l'économie du Congo dans l'hécatombe. Les chiffres sont là, le rapport Bertelsmann le dit d'une manière claire. Il n'y a pas que Bertelsmann. M. David Mapas, qui aujourd'hui, le président de la Banque mondiale, l'a dit devant le Congrès américain, avec les dettes chinoises, des investissements sur du sable. Nous faisons face à une mafia organisée au sommet de l'État qui bandit ses muscles, qui sont les armes comme un moyen de survivre. Donc, nous demandons au moins à cette classe politique, puisque nous savons que c'est une classe politique qui est décidée de piétiner la jeunesse, parce que tous, ils travaillent avec Sassou, tous, nous avons toujours dit que ces gens-là, tout un chacun a ses perdièmes. Sassou représente leur modèle, leur figure, c'est Sassou qui leur nourrit, ils ne vivent que de Sassou. C'est Sassou qui leur soigne. C'est Sassou qui leur donne des bourses scolaires pour envoyer leurs enfants au Canada, États-Unis, en France, en Angleterre, ainsi de suite. Il n'y a pas 1000 chemins, chers amis. Il va falloir que nous mettons tout ce monde dans le même panier. J'ai vraiment admiré la vidéo du doyen Ayatonga, parce qu'il a donné un cri de cœur, un cri d'alarme, où il interpelle les Boao, les Mounari. Parce qu'il faut le dire, peuple congolais, tout ce monde sont dans le même panier. Nous le mettons tous dans le même panier. C'est des gens que nous donnerons des moratoires de 200 ans, 150 ans. Ils ne pourront plus jamais exercer le métier de la politique parce qu'ils sont en train de tuer la jeunesse, de détruire le pays. Ils ont ruiné le Congo. Ils ont ruiné le Congo. La situation économique du pays est très grave. Nous venons de le présenter par quelques chiffres. Allez-y encore lire le rapport Bertelsmann. Allez-y encore lire dans le website du Fonds monétaire international pour comprendre la situation macroéconomique du Congo. Au lieu de nous perdre le temps, démissionner, partez, mais vous tournez, vous préparez des coups pour venir nous assassiner. On vous a encore vu aller à Paris, aller chercher à assassiner Roland Nuntu. Nuitamment toquer sa porte. Mais c'est quoi cette affaire? C'est bien la vérité. Pourquoi vous ne partez pas s'attaquer aux journalistes de Bertelsmann ou à ces grands groupes qui disent la vérité?
C'est ça la réalité, chers amis. Le pays, aucun opposant est digne. Regardons aujourd'hui Paulin Makaya qui est sorti de la prison. Mais qu'est-ce que Paulin Makaya fait? Mais Paulin Makaya est avec le régime. On passe des petits temps dans des petites réunions. Où est le courage de Paulin Makaya que nous avons vu ce Paulin Makaya brave pour pouvoir ranimer l'énergie qui endorme dans la jeunesse congolaise? Parce qu'il me semble que ces jeunes-là sont en train d'attendre un Moïse pour se lever. Paulin Makaya, nous voulons voir ce même Paulin Makaya sur le terrain. A-t-il peur? Mais si il s'était décidé d'aller au Congo parce qu'il s'était dit qu'il partait là-bas pour mourir, pour se battre pour la jeunesse. Tous, ils se sont tués, ils se limitent par des petites réunions. Ce n'est pas à Sassou de vous imposer. Sassou est hors la loi. Lui, il est hors la loi. Vous allez respecter qui? Et ils sont incapables de respecter leur propre constitution. Ils ont volé l'argent de l'État. Ils ont amené le pays dans la banqueroute. Ils ont commis des violations graves de droits de l'homme. Mais ils n'ont pas de leçon de morale de vous donner. Parce que c'est eux qui sont hors la loi. C'est ça la réalité. Donc, bravez ces gens-là, demandez au peuple, rassemblez le peuple, marchez, nous allons encore voir comment ils vont tirer sur le peuple. C'est ça la réalité, parce qu'on vous le dit, parce que le monde n'attend plus que cette étincelle se déclenche, qu'il tire encore sur le peuple, on va voir. Sassou n'aura jamais l'argent du Fonds monétaire international. On vous le dit, jamais du tout il aura cet argent. Vous avez là une opportunité de chasser Sassou. N'attendez pas l'élection de 2021 parce qu'il va encore faire la même chose. Le rapport lui dit qu'il n'a jamais mérité une élection. Il fera que frauder. Il va se maintenir, il va se frauder. Il va vous imposer le PCT. Il va vous imposer sa famille ou il va s'imposer par force. L'unique façon de défier ce type, c'est de demander au peuple d'aller dans la rue. C'est ça, d'une manière pacifique. Vous avez un peuple, il va tirer. Mais on va les avoir. Parce que les caméras du monde seront tournées. Regardez le peuple algérien. Vous pensez qu'il n'y a pas eu des militaires qui travaillent avec Bouteflika? Il y a des généraux qui étaient des fervents citoyens auprès de Bouteflika. Mais tous ces généraux ont tourné du côté du peuple parce qu'ils ont vu que le peuple était debout. Moi, je veux ici parler à nos cadets, à nos enfants qui sont dans les lycées, dans les collèges au Congo-Brazzaville. L'avenir du Congo partira de vous. La libération du Congo partira des jeunes qui sont dans les collèges, les jeunes qui sont dans les lycées, aux jeunes qui sont dans les écoles primaires. Parce que votre avenir est hypothéqué à 100%. Vous avez vu une école primaire à Oyo, collège à Oyo, où on vous chante même l'hymne national en chinois. Mais c'est très grave. Oui, vous pouvez le chanter à n'importe quelle langue, mais la constitution de Sassou, il se contredit par rapport à sa propre constitution, parce qu'il est dit par rapport à sa propre constitution que la langue officielle du Congo, c'est le français. Et après, vous aviez deux langues nationales, le Munkutuba et le Lingala. Mais il fait chanter les élèves l'hymne national de ce pays en chinois. Mais le chinois n'est pas la langue nationale ni la langue officielle du Congo-Brazzaville. Vous voyez que c'est un homme qui est en contradiction avec sa propre constitution. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça signifie? Les élèves qui sont à l'école de Oyo, ils étudient à 100% en chinois. C'est-à-dire ce sont les élites du nordiste qu'il est en train de préparer. Parce que ces enfants-là, au lycée, ils seront déjà en Chine en train d'étudier les technologies, la médecine et tout. Donc, une élite Mossi qu'il est en train de préparer pour sa succession. Pendant que les écoles du Sud, il les a tous saccagées, il a toutes saccagé les écoles du Sud. C'est ça la vérité. Ce type est très dangereux, très dangereux. Les Mossi, nous sommes en train encore de vous le dire, vous êtes là en train de préparer votre propre hécatombe dans le Congo-Brazzaville. Parce qu'après la chute du Sassou, vous allez chercher là, vous allez fuir. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous guetter. Pointe-Noire que vous avez envahi, il y a des gens qui vous calculent. Il y a des jeunes qui vous calculent. Parce que ces jeunes-là nous parlent. Ces jeunes-là nous contactent. Ces jeunes-là vous recensent. Il va falloir que vous rectifiez pour que vous puissiez vous échapper à la colère du peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez occupé tout Pointe-Noire. Mais est-ce que Pointe-Noire, c'est chez vous? C'est ça la réalité. On vous le dit la vérité là. Tous les quartiers du Nord, aucun homme du Nord ne se lève. Les quartiers de Talanga, de Mikalou, ils sont dans la misère totale, mais ils sont là assis parce qu'il faut conserver le pouvoir de Sassou. Mais Sassou est en train de vous sacrifier. C'est ça la réalité. Les Guy Parfait Kolela, les Pascal Satima Biala, les Boao, les Claudine Mounari, les Kifissia,
les Paulin Makaya, vous serez tous mis dans le même panier que Sassou Nguesso. C'est ça la réalité. Il va falloir que vous vous ressaisissez et que vous sortez très vite dans ce piège pour que le peuple vous épargne de la colère, pour que la jeunesse vous épargne de cette colère. Sinon, si vous ne le faites pas, vous serez confondu au même titre que Sassou. Donc, il va falloir que vous vous démarquez, vous prenez vos responsabilités de leader, comme ont fait ces leaders maliens qui ont pris le courage pour avancer ensemble avec le peuple. Vous voyez qu'ils marchent avec le peuple. Si tu marches avec le peuple est à côté de toi. Ne jouez pas l'arrogance que Sassou est en train de jouer, parce qu'ils pensent toujours recevoir la protection de la France. C'était très grave parce que on vous a toujours dit l'Occident ne voit que ses intérêts. Si nous sommes capables d'apporter ces intérêts aux Occidentaux, mais ils tourneront le visage à Sassou. Et ça sera l'hécatombe. Donc, les leaders de Congo, les Nzo Mathias, le peuple est fatigué de vos discours bidons. Il est temps que vous vous levez. La situation du Congo, ce n'est pas Sassou qui va sortir le Congo de cette difficulté. Sassou n'aura jamais l'aide. Vous l'avez vu, il est parti au Rwanda. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti au Sénégal à l'investiture du président Macky Sall. Il est parti au Rwanda pour aller soi-disant participer à la célébration, la cérémonie du génocide. Mais l'homme a commis le génocide au Congo, au sud du Congo, dans le pôle, en 1998, en 1999 et en 2016. Le voilà aller vénérer les morts du Rwanda. C'est incroyable. Mais vous ne comprenez pas le rôle de Sassou. Pourquoi Sassou s'accroche forcément à Paul Kagame? Parce qu'il pense que Paul Kagame va plaider sa cause auprès de Emmanuel Macron. Il pense que Paul Kagame va plaider sa cause auprès du président Trump, auprès du Premier ministre Trudeau, auprès des créanciers du Fonds monétaire international. Mais il est en train de se tromper. Aux États-Unis, vous avez un homme qui a shifté les cartes du monde entier. Donald Trump n'acceptera pas que l'argent des Américains, des contribuables américains, même les Canadiens n'accepteront pas que l'argent du Fonds monétaire international puisse donner à Sassou Nguesso qui est le mauvais gestionnaire. Donc, nous demandons à la communauté internationale de nous aider à se débarrasser de ceux-là qui gèrent mal le Congo, de ceux-là qui mettent les populations dans la souffrance, afin d'apporter une transparence dans la gestion de la chose publique. Donc, Sassou part au Rwanda pour signer encore des contrats militaires, une protection militaire que les Rwandais vont le protéger parce qu'ils sentent qu'il y a des bruits, des bottes qui sont en train d'arriver pour sa chute militaire. Et on lui dit, nous prenons l'équilibre de forces militaires parce que nous savons qu'avec Sassou, il n'y aura pas une solution politique, il va se maintenir et le peuple va continuer à subir, le Congo n'avancera pas, aucun investisseur ne viendra investir dans notre pays, il faut chasser cet homme, balayer cette gangrène, et installer la véritable démocratie, les véritables lois, une véritable police, afin de commencer à faire avancer le Congo. Jeune du Congo, la balle est de ton côté, le pays t'appartient, lutte pour ton pays, lève-toi à l'étape de l'esprit, enlève la peur comme le font aujourd'hui les enfants du PCT qui sont à Cuba. Ils ont refusé de protéger leurs parents parce que 27 mois sans bourse, tu dois te lever à l'étape de l'esprit pour aller revendiquer tes droits et tes devoirs. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct et passez une bonne nuit. Au revoir.